Au Bénin, dans leur ouvrage intitulé Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, les professeurs Lalaye et Raimi exposent les nombreux dysfonctionnements de l'institution. En Afrique du Sud, la sécheresse historique du Cap se termine avec de fortes pluies, alors que le Cap et sa région souffrent depuis 3 ans d'une sécheresse exceptionnelle. Et puis le président français a appelé les participants internationaux à la conférence No Money for Terror à mieux coopérer pour priver les mouvements djihadistes de fonds et de moyens d'opérer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif en Guinée-Bissau sont entrés en fonction ce jeudi. Ils ont pour principale tâche de préparer les législatives du 18 novembre après plus de 2 années de crise politique. Les détails. Nommé mercredi par le nouveau Premier ministre de consensus Aristide Gomes, les 18 ministres et 8 secrétaires d'État, dont 4 femmes, ont prêté serment ce jeudi. Le nouveau gouvernement est notamment composé de 10 membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, la formation du Premier ministre et de 8 personnalités issues du Parti de la Rénovation sociale, PRS, deuxième formation parlementaire qui, jusqu'il y a 2 semaines, ne parvenait pas à s'entendre sur la formation d'un gouvernement. Outre son poste de Premier ministre, Aristide Gomes garde la main sur l'économie et les finances, tandis que les affaires étrangères sont confiées à l'ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique, João Ribeiro Co. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre issu du PAIGC, Domingo Simoes Pereira, auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 14 avril à Lomé. Il a ouvert la voie à la nomination de Gomes 2 jours plus tard, puis à la reprise des travaux du Parlement et à la fixation des législatives au 18 novembre 2018. Le nouveau chef du gouvernement a assuré que son cabinet suivrait scrupuleusement les dispositions de l'accord de Conakry de 2016 qui prévoyait un processus de sortie de crise et des législatives, mais qui est longtemps resté lettre morte. Avec un Premier ministre de consensus et un gouvernement d'inclusion, nous venons de démontrer que nous sommes capables de dépasser nos divergences et nos ambitions personnelles, s'est félicité jeudi le président Vaz pendant la cérémonie de prestation de serment. Un groupe de 15 députés frondeurs du PAIGC qui s'était rangé derrière le chef de l'État obtient 2 ministères et un secrétariat d'État. 3 petites formations complètent l'équipe avec chacune un portefeuille. En République démocratique du Congo, les militaires de l'armée congolaise sont accusés pour le 5e mois consécutif d'être les premiers responsables de violations des droits de l'homme dans les zones de conflit. C'est du moins ce que dénonce un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans ce pays. Pour le 5e mois consécutif, les agents de l'État ont commis plus de violations avec 60% que les groupes armés, 40% dans les zones en conflit, selon ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Parmi toutes les parties au conflit, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont les principaux responsables des violations dans ces provinces, tandis que les combattants Maï Maï Mazembe sont les principaux responsables parmi les groupes armés, précise le rapport. Selon le BCNUDH, près de 45% de ces violations ont été documentées dans la province du Nord Kivu, qui reste la plus affectée, suivie du Sud Kivu et du Kasaï au centre. Contactées, les autorités politico-militaires congolaises n'ont pas réagi immédiatement. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont déchirées par des conflits armés depuis 23 ans. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers s'y battent pour le contrôle de zones riches en ressources naturelles. Depuis le début de l'année, l'armée a lancé de nouvelles offensives contre des groupes d'autodéfense congolais et les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Les ADF sont accusés par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, d'être auteurs des massacres de plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014. Une version remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF, mais aussi d'autres éléments armés, parmi lesquels des soldats de l'armée régulière. Le parti au pouvoir à Madagascar et l'opposition qui exigent dans la rue le départ du président Eri ont entamé des discussions. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays depuis samedi et a causé la mort de 2 manifestants. Reportage.
Ce jeudi et pour la 6e journée consécutive, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté dans la capitale, Antananarivo. Partis une nouvelle fois de la place du 13 mai, lieu historique de la contestation sur la Grande Île, ils ont convergé dans le calme vers le tribunal d'Anosi sous protection de gendarmes armés. Ils y ont déposé plainte contre le chef de l'État et le gouvernement, accusés d'être les responsables de la tuerie de samedi. Les élections présidentielles et législatives sont prévues à la fin de l'année. Mais les manifestants sont pressés d'en finir avec celui qu'ils accusent, notamment de museler l'opposition et de piller les richesses du pays. Après plusieurs jours de fronde populaire, des négociations ont finalement débuté mercredi soir entre le parti au pouvoir HMV et l'opposition sous l'égide de l'Union africaine. La communauté internationale, par le biais de l'Union africaine, a invité les protagonistes à se mettre autour de la table, a expliqué Augustin Adriamananoro, bras droit d'André Rajolina, l'un des chefs de l'opposition. L'Union africaine cherche une voie consensuelle pour une sortie de crise, a-t-il ajouté, sans dévoiler la teneur des discussions. Ces négociations sont juste des stratégies pour détourner l'attention du peuple et je ne vois pas l'intérêt de faire appel à des étrangers. Les Malgaches peuvent très bien parler entre eux, a estimé un manifestant. C'est pour parler auquel participent des députés de l'opposition et le président du HMV, Rivo Rakotovao, reprennent ce jeudi. Mais la rue ne l'entend pas ainsi. Plus question de négocier, ont scandé les manifestants. Cette nouvelle crise à Madagascar, grande île de l'océan Indien à l'histoire politique mouvementée, a éclaté au grand jour samedi avec la manifestation interdite par les autorités qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. À l'origine du mécontentement, les nouvelles lois électorales que l'opposition juge favorables au gouvernement. Depuis, les manifestations se poursuivent tous les jours et dans le calme dans la capitale avec un nouveau mot d'ordre, la chute du président en poste depuis 2014. Et il faut dire que les parlementaires de l'opposition ne sont pas venus à la rencontre. Devant quelques milliers de manifestants à la place du 13 mai, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a indiqué ne plus vouloir discuter des lois électorales. Les revendications ont évolué, a-t-elle ajouté, rappelant que l'opposition réclame désormais la démission du président de la République et du gouvernement. Elle a également annoncé le refus par l'opposition de la médiation de la SADC. Également président du parti présidentiel Rivo Rakotovao, le président du Sénat, lui, ne perd pas espoir de voir les discussions se poursuivre. Allons à présent au Bénin où il a été procédé ce mercredi à la présentation et au lancement du livre « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique ». L'ouvrage a été co-rédigé par les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Tine Raimi. Dans leur ouvrage intitulé « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique », les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Raimi exposent en 150 pages les nombreux dysfonctionnements, les intrigues, les faux et usages de faux, les aberrations qui émaillent la vie de l'institution universitaire panafricaine et qui font d'elle un véritable couvent où se produisent des miracles. À quoi sert le CAMES dans notre système éducatif ? C'est un frein. Est-ce que le Bénin peut aujourd'hui dire qu'il est membre du CAMES selon les textes du CAMES aujourd'hui? Impossible. Je mets quiconque au défi. À partir de ce moment, tout ce qui est fait tombe. Et c'est pourquoi vous allez voir, notre ouvrage est terminé par la phrase que personne ne dise demain, je ne savais pas. Aujourd'hui, nous pourrons être des incompris. Mais l'histoire retiendra demain qu'au moins on vous l'a dit. On fait même du faux usage de faux. Les établissements privés, savez-vous que c'est 5 millions qui payent pour une reconnaissance de diplôme? Des collègues qui ont fini 7 ans de retraite, 8 ans de retraite, sont promus par le CAMES. Ils deviennent agrégés. Quelle est aujourd'hui la plus-value du CAMES pour notre pays et pour l'Afrique? Où nous avons le système LMD, c'est un gouffre financier pour notre pays. C'est une arriération. Et je vous le dis, c'est le Bénin qui a le plus manipulé le CAMES. Je voudrais rassurer tout de suite que ce livre n'a pas été élaboré ni rédigé dans le sens de régler le compte avec le CAMES. Mais c'est pour la prospérité. C'est pour que ça s'arrête. Le CAMES, entendez, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, est au Conseil inter-État qui réunit 17 pays d'Afrique francophone. Il a entre autres pour rôle de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements d'enseignement supérieur.
Au Kenya, des pluies torrentielles tombent sur Dadaab, dans l'est du pays, où vivent 235 000 réfugiés, en majorité somaliens. Un changement climatique brutal qui n'est pas sans conséquences. Les images. Hassan Youssouf est désemparé, tout son quartier est inondé. L'eau monte jusqu'à 1 mètre de hauteur. Certains enfants en profitent pour nager, les plus grands jouent au foot sur un terrain submergé d'eau. Mais pour les adultes, l'eau est signe de catastrophe. La mère de Hassan est aveugle, elle ne peut plus bouger et doit rester sur un lit les pieds dans l'eau. Je ne sais pas où aller, alors j'espère me trouver un endroit sec pour m'installer. À quelques kilomètres de là, Mokhtar Dahari et ses amis fabriquent un barrage. L'eau n'a pas encore touché leurs habitations, mais elle n'est pas loin. Sa plus grande crainte est la propagation de maladies. Quand il pleut, il y a des inondations. L'eau se mélange à celle des latrines et cela véhicule des maladies. Les personnes malades n'ont aucun accès au centre de santé en cas d'urgence. Le principal danger, le choléra, mais aussi un risque d'augmentation de cas de paludisme. Pour les habitants de Dadaab, habitués aux saisons arides et aux longues périodes de sécheresse, la pluie n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Quand c'est la sécheresse, c'est aussi terrible. Les besoins alimentaires sont très élevés. Quand il pleut, c'est aussi terrible. La situation à Dadaab, c'est que nous sommes maudits quand il ne pleut pas et maudits quand il pleut. Au fil des saisons des pluies, des dizaines de milliers de personnes ont été atteintes du choléra à Dadaab. La dernière fois qu'il y a eu autant de pluie, en 2015, 14 personnes sont mortes du choléra d'après l'UNICEF. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Les habitants du Cap connaissent de fortes pluies et des inondations, mettant fin à une période de sécheresse historique. En effet, le Cap et sa région souffrent depuis 3 ans d'une sécheresse exceptionnelle qui les a privés de l'essentiel de leurs pluies d'hiver. Donnez-moi une pelle, s'il vous plaît. Et puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert cette porte, l'eau coulait comme une rivière. Quand il pleut, l'eau coule dans les maisons des gens. La maison est mouillée, non? Maintenant, nous sommes malades et fatigués. Chaque année, c'est la même chose. La ville donne beaucoup d'argent chaque année juste pour les inondations et tout ça. Pour finir cette édition, en France, le président Emmanuel Macron a appelé ce jeudi à Paris les participants internationaux à la conférence No Money for Terror sur le financement du terrorisme à mieux coopérer et ce, pour priver les mouvements djihadistes de fonds et de moyens d'opérer. On le suit. Cette coalition de Paris prolongera dans le domaine du financement et avec une vocation mondiale le travail réalisé depuis 2014 dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh et au Levant. Ce que nous avons réussi à faire sur le terrain d'un point de vue militaire, nous devons le faire dans la lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaïda, avec la même force, la même détermination, la même clarté et la même solidarité. Nos ennemis sont mobiles et inventifs. Ils changent de tactique en permanence. Ils changent de terrain d'opération en permanence. Ils utilisent toutes les technologies contemporaines. Ils sont présents sur Internet. Ils manipulent nos opinions publiques. Ils s'infiltrent au cœur de nos sociétés. Ils développent une réplique d'eux-mêmes au sein de nos sociétés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui un terrorisme plus endogène. Et ils utilisent toutes les formes contemporaines de financement et de transformation. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces propos du président français Emmanuel Macron sur le financement du terrorisme que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.